Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire Îlot de chaleur urbain, quelles solutions pour améliorer le confort dans le bâti ancien? En attendant que les derniers participants se connectent, je vais vous rappeler le fonctionnement de la salle Webikeo. Donc, vous pourrez poser vos questions à tout moment via le chat qui se trouve à droite de l'écran. Donc, Sylvain, Valentin, Céline, que vous voyez à l'écran, ils répondront à l'issue de leur présentation. Et d'ailleurs, je vous invite dès maintenant, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, à nous mettre un petit bonjour dans le chat. Comme ça nous rassure, on sait que tout fonctionne. Hop. Alors, il n'y a pas encore... Ah si, les premiers bonjours arrivent, super. Donc, tout fonctionne, c'est parfait. Le replay du webinaire sera disponible à l'issue du webinaire et dans un second temps, vous recevrez également vous aurez également la possibilité de télécharger les supports de présentation. Bonjour, tout fonctionne, merci beaucoup. Hop. Alors, on ne va pas attendre davantage et je vais donc laisser la parole à Céline et vous souhaiter à toutes et à tous un très bon webinaire. Bonjour à tous et à tous. Alors, bienvenue à ce webinaire organisé par MECD, donc Matériaux Équipements pour la construction durable. Je vais vous faire une très brève présentation de ce qu'est MECD. Donc, MECD rassemble 6 partenaires majeurs de la recherche et de l'innovation dans la construction, les 4 centres techniques de la construction, donc le CERIB, le CTICM, le CTMNC et le FCBA, donc qui couvrent les 4 principaux matériaux, béton, acier, bois, terre cuite et matériaux naturels, et 2 laboratoires universitaires, le LMDC à Toulouse et l'Institut Pascal à Clermont-Ferrand. Ensemble, nous œuvrons à développer des solutions constructives durables, innovantes et adaptées aux enjeux environnementaux. Nos missions couvrent un large champ d'expérimentation. On travaille du matériau aux produits et puis on accompagne les industriels à la mise sur le marché, tout en répondant aux principaux enjeux environnementaux, de réemploi, de réutilisation. On couvre pas mal de domaines. Avec des types d'accompagnement qui vont de la recherche à l'essai au transfert technologique. Et ce webinaire ce matin se propose de vous présenter 2 éclairages concrets sur les projets que nous pouvons mener. Alors tout d'abord, nous aurons Valentin qui va nous présenter un projet sur le confort d'été et puis Sylvain nous parlera de rénovation de bâtiments haussmanniens. Alors nous vous remercions pour votre présence et je laisse dès à présent la parole à Valentin. Merci Céline. Alors je vais d'abord partager mon écran. Hop. Voilà. Donc je m'appelle Valentin, je suis doctorant au LMDC, donc un des 2 laboratoires du MECD. Et donc je suis en train de faire des travaux de thèse sur la modélisation thermique urbaine. Et donc ce que je vous propose ici, c'est de voir comment avoir une approche simulation numérique urbaine peut être un levier technique pour orienter des rénovations qui soient adaptées aux enjeux climatiques. Alors, hop. Alors les enjeux, on les connaît, c'est les vagues de chaleur qui sont de plus en plus fréquentes et intenses. Ici, ce qu'on peut voir, c'est sur la dernière période jusqu'à 2021, quand on regarde le nombre de vagues de chaleur que l'on a tous les ans, on en a de plus en plus. Donc c'est un enjeu qui commence à être de plus en plus important, de voir comment on fait pour s'adapter à l'été à ces fameuses vagues de chaleur. Ça vient en parallèle du phénomène d'îlot de chaleur urbain. C'est le fameux phénomène qui fait qu'en ville, on a toujours un petit peu plus chaud qu'en périphérie. Donc, les vagues de chaleur plus fréquentes et intenses, plus le phénomène d'îlot de chaleur urbain, fait qu'on doit commencer à se poser des questions sur comment rénover nos villes, comment les construire pour garantir un confort d'été acceptable. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en ville, on a plus chaud? Alors, il y a 5 paramètres. Le premier, c'est qu'en ville, on émet quand même beaucoup de chaleur dans un petit espace, avec la climatisation, par exemple, qui rejette à l'extérieur, les transports, les voitures, etc.
On a aussi une certaine rugosité au vent, avec beaucoup de bâtiments. Donc le vent a du mal à se promener dans la ville, à rafraîchir la ville. On a aussi le phénomène de piégeage de rayonnement, ce qui fait que le soleil, en fait, quand il rentre dans les rues, il reste coincé dans les rues. Et la nuit, les bâtiments ont du mal à se rafraîchir sur le ciel. Donc on a vraiment ce phénomène de piégeage radiatif. Et aussi, dans les rues, on a beaucoup de matériaux lourds et durs et peu de végétation, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de rafraîchissement par évapotranspiration et une très forte absorption et stockage de chaleur. Et donc ces deux phénomènes, piégeage radiatif et absorption et stockage de chaleur, ils sont assez compliqués à modéliser. Aujourd'hui, on a des modèles de simulation thermique qui sont adaptés plutôt à des bâtiments en race campagne, parce qu'en fait, on vient simplifier tout ce qui est piégeage radiatif. Donc ce qu'il nous faut comme modèle pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe en ville, c'est un modèle qui soit fin au niveau du piégeage radiatif. Alors, l'objectif de la thèse, de mes travaux, c'est de venir étudier l'impact sur le confort d'été de différentes solutions mixtes et multi-échelles dans les typologies urbaines. Ce qu'on va voir, c'est qu'une typologie urbaine, ça va être assez important là-dedans. Ici, sur l'image de droite, ce qu'on peut voir déjà, c'est que la forme du bâtiment de gauche vont jouer sur les masques solaires. On voit qu'on a différentes zones. Donc, ça va être assez important d'avoir une représentation spatiale de la rue. Ensuite, ce qu'on a en ville, c'est une variété de matériaux. On a des matériaux qui sont plus ou moins sombres. Donc, ce qu'on peut voir sur l'image de gauche, par exemple, c'est qu'on a des enduits qui sont plutôt clairs sur les façades, avec des contours de façade qui sont un peu plus sombres. Et en à droite, on a une petite surélévation qui, elle, est sombre et plutôt en métal. Donc, on a beaucoup de matériaux différents, beaucoup de couleurs différentes. Donc, quand on parle de rénovation à l'échelle urbaine, on peut étendre la rénovation à d'autres endroits, comme par exemple le sol, savoir si on doit mettre de la chaussée plutôt blanche ou plutôt noire. Si on fait de la surélévation, quel matériau utiliser et quelle couleur. Et on peut se permettre aussi des pistes de rénovation complémentaires, comme par exemple la mise en place de toiles d'ombrage. Et donc, pour avoir une méthode un peu fine d'une rue, de thermique d'une rue, on est reparti sur des études faites par Nicolas Duport à la chaire d'architecture et de physique urbaine. Alors Nicolas, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait développé une méthode de simulation thermique aux éléments finis qui permettait d'avoir une modélisation très fine du rayonnement, donc onde courte et onde longue, le soleil et le piégeage radiatif, avec une représentation spatiale de la rue assez fine. Donc on pouvait bien modéliser tout ça. Nicolas, ce qu'il avait fait au cours de sa thèse, c'est qu'il a été comparé son modèle de simulation à de la thermographie, comme on peut le voir sur l'image de droite, et ce qu'on voit déjà assez clairement, c'est que son modèle, on est dans les bons ordres de grandeur. C'est un modèle qui semble assez robuste. Donc ensuite, au cours de sa thèse, il avait commencé à faire des débuts de simulation dans un autre article, où il avait commencé à regarder dans un modèle très simple, avec des boîtes, une rue un peu idéalisée, quelle était l'influence de mettre des toiles d'ombrage sur les températures de surface. Donc ce modèle, qui est très poussé et qui permet d'avoir des résultats très précis au niveau des températures, il y a quelques limites, comme par exemple le fait de dessiner ces bâtiments en éléments finis, c'est très compliqué. Donc il va falloir qu'on conçoive un modèle qui nous permette de modéliser les bâtiments, la géométrie des bâtiments, de manière assez fine. Et ensuite, ce qu'il nous faudra à la fin, c'est de pouvoir interpréter le confort pour bien se rendre compte de est-ce que les couleurs ont une influence, est-ce que les toiles ont une influence, et de quel ordre sur la température vraiment ressentie l'été. Donc la première étape pour nos simulations, c'est d'avoir des bonnes données d'entrée. Des données d'entrée, ça va être surtout les données météo qui sont caractéristiques de vagues de chaleur. Là, je vais vous parler d'un travail qu'a fait Smith en 2019, qui a été modélisé le climat, les vagues de chaleur, le nombre de vagues de chaleur, sur la période 80 à 2010. Il a été compté en fait le nombre de fois dans l'année où il avait une vague de chaleur supérieure à 3, de magnitude supérieure à 3. C'est à peu près la vague de chaleur de 2003. Et en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'une ville comme Paris, en bas à gauche, dans la période de 80 à 2010, on avait une vague de chaleur aussi puissante. On avait à peu près 10% de chance, 10-12% de chance d'en avoir une tous les ans. Ce qu'il a fait ensuite, c'est qu'il a été estimé le nombre de fois dans l'année qu'on pouvait avoir des vagues de chaleur, mais sur la période 2020-2100. Donc là, ce qu'on voit, c'est que dans la période actuelle, entre 2021 et 2050, une vague de chaleur de magnitude 3, bon, c'est plutôt une chance sur deux d'en avoir une tous les ans. Et dans la période 2071-2100, là, ce sera 90%. Donc on est quasiment sûr d'en avoir une au moins tous les ans dans une ville comme Paris. Et donc à peu près dans toutes les villes d'Europe d'ailleurs. Et on peut avoir aussi des vagues de chaleur qui soient encore plus violentes. Donc là, je vais vous présenter un autre travail qu'a fait Tosca. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a permis en fait de générer des données météo caractéristiques de vagues de chaleur, donc de 10 magnitudes différentes, à partir de données
mesurées dans différentes villes. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé cette méthode pour pouvoir générer une donnée météo de Toulouse, donc une vague de chaleur de magnitude 6. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est la température pendant la vague de chaleur, la vitesse de vent, le rayonnement, l'humidité relative. On va regarder très rapidement la température extérieure. Donc, cette vague de chaleur, c'est une vague de chaleur assez intéressante parce qu'elle va durer 10-12 jours, donc elle est assez longue. On est sur du 40 degrés la journée et 25 degrés la nuit. Et surtout, on a une rapide augmentation de la température au début de la vague de chaleur et ensuite une très grosse réduction. Donc nous, ça va être intéressant parce qu'on va bien pouvoir visualiser ce qui se passe au niveau de l'inertie des matériaux dans une vague de chaleur caractéristique de ce type-là. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est un modèle paramétrique et procédural. Je vous en parlais tout à l'heure, pour modéliser un bâtiment aux éléments finis, le dessiner à la main, une rue complète, c'est très compliqué, c'est très lourd. Donc ce qu'il nous faut, c'est un modèle qui nous permette de dessiner assez rapidement une rue et de pouvoir tester différentes pistes de rénovation en bougeant quelques paramètres, comme par exemple l'épaisseur d'isolation, la couleur des matériaux, etc. Donc une rue, par exemple, cette rue Paul Riquet qui est située à Toulouse, si on voulait la modéliser aux éléments finis, eh bien c'est à ça qu'elle devrait ressembler. Donc nous, c'est là-dessus qu'on a fait des simulations pour avoir des premiers résultats. Pour faire ça, on est parti à un document de Toulouse Métropole qui a retenu 5 typologies classiques de bâtiments en centre-ville. Et nous, on en a retenu 2, les toulousaines et les immeubles traditionnels. Parce que c'est des bâtiments qui sont représentatifs de beaucoup de bâtiments dans Toulouse et qui sont assez faciles à modéliser, puisqu'ils sont assez carrés et les menuiseries sont assez alignées. Et on a utilisé le logiciel Blender, qui est un logiciel de dessin en 3D paramétrique, pour pouvoir générer ce bâtiment en jouant sur des paramètres comme par exemple l'épaisseur d'isolation, la finesse de maillage. On peut aussi changer l'emplacement des vitrages, la taille des vitrages et aussi le nombre d'étages par exemple, comme on va le voir sur la vidéo à côté. Et en fait, ça nous permet d'avoir la liberté de concevoir assez rapidement plusieurs bâtiments et ensuite de les assembler ensemble côte à côte et de construire la rue très rapidement pour avoir le modèle sur lequel on va pouvoir réaliser toutes nos études thermiques. Et donc ensuite, on va reprendre la méthode de Nicolas pour résoudre le calcul thermique complet avec le rayonnement, la conduction, la convection en régime transitoire, donc au cours du temps. Donc on va d'abord commencer par modéliser une voûte de ciel pour pouvoir calculer les facteurs de vue entre les bâtiments et la voûte céleste. Ensuite, on va pouvoir calculer le rayonnement émis par la voûte céleste. Donc là, on peut voir la tâche solaire. Donc ça, c'est le rayonnement longue courte. On va faire aussi la même chose en rayonnement longue. Et à la fin, on va pouvoir avoir nos irradiances absorbées par notre rue au cours du temps, qui vont nous permettre à la fin d'avoir nos températures dans notre rue. Et si on coupe le bâtiment au milieu, eh bien, on a aussi ce qui se passe à l'intérieur et dans les matériaux. Et donc, à partir de ces températures, on va pouvoir commencer à venir interpréter notre confort. Et donc, pour ça, pour interpréter le confort, ce qu'on se propose de faire, c'est de placer des petits globes noirs dans notre simulation à divers endroits, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et en fait, ces globes, ils vont pouvoir être associés à la température intérieure de chacun des locales et à l'extérieur, suivant où ils se placent. Et en fait, il va calculer le rayonnement qui est absorbé en onde courte et en onde longue, mais il ne va pas, on va calculer ce qui est reçu, mais il ne va pas l'absorber. Ça veut dire que c'est des globes qui vont recevoir du rayonnement, mais ils ne vont pas interférer avec les résultats du modèle. Donc, on peut en placer beaucoup, ça ne va jamais jouer sur les températures de surface, et on va pouvoir ensuite interpréter le confort. Pour ça, en fait, on va considérer l'homme comme une machine thermique, et on va calculer une température physiologique équivalente. C'est une température de ressenti. Donc, comme je vous le disais, on va y associer la température intérieure, le rayonnement absorbé en onde courte et en onde longue, et on va aussi y associer une vitesse de vent et une humidité relative. Ces paramètres-là, on ne va pas les calculer, on va les bloquer à chaque fois. Ce qu'on va comparer, c'est plutôt l'influence de température de surface, de rayonnement onde courte, donc le soleil, et les températures intérieures sur le confort. Température de l'air, pardon. Et donc, ce qu'on obtient à la fin, une fois qu'on a fait ce calcul sur chaque sphère, on va pouvoir faire une interpolation linéaire pour avoir des cartes de confort de température ressentie et voir ce qui se passe du coup dans les bâtiments et à l'extérieur. Là, on voit clairement cette image. Par exemple, à l'extérieur, le passage du soleil qui fait qu'on a une élévation de température dans la journée, mais aussi dans les bâtiments parce que le soleil va rentrer par les menuiseries. Et donc ça, à la fin, ça nous permet de tracer dans le temps l'évolution des températures extérieures. Donc ça, c'est la donnée de base météo que je vous ai tracée sur le graphique. Donc on a l'évolution de la température extérieure au cours du temps.
Là, on a lancé une simulation qui dure à peu près 16 jours. Donc, on a bien le début de la canicule et aussi la fin. Et dessus, ce qu'on va traiter, ce qu'on va dessiner, ce sera l'ensemble des températures intérieures, ressenties de chacun des globes. Donc, sur la partie bleu foncé au milieu, en fait, ça va être 70% des valeurs, de toutes les valeurs à chaque patin de tous nos globes. Et sur les barres un petit peu plus fines, ça va être l'ensemble des valeurs. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est surtout de regarder ce qui se passe au niveau des couleurs foncées. C'est l'ensemble, enfin, la majorité des valeurs. Les parties un petit peu plus fines, ça va être les petits cas exceptionnels. Quand on voit qu'il y a des barres qui vont très hautes à l'intérieur, en fait, c'est des globes qui se trouvent à proximité des fenêtres et qui vont recevoir du soleil. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'est de regarder de manière un peu plus globale ce qui va se passer au milieu. Donc, en bleu, ça va vraiment être la température ressentie à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder aussi ce qui se passe dehors. Et donc, on va pouvoir voir en orange la température ressentie à l'extérieur. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on a toujours plus chaud, on ressent en tout cas toujours plus chaud que la température extérieure en journée. Ce qui est logique, puisque en journée, dans cette rue, on est au soleil, en fait. Et là, ce qui est intéressant de voir sur ce modèle, c'est qu'on voit qu'on a une élévation de température intérieure au cours du temps qui est assez linéaire, en fait. Et on va arriver à la fin de la canicule, on aura presque plus chaud dans les bâtiments qu'à l'extérieur. Ça, c'est dû au fait que dans notre bâtiment, donc on a les volets qui sont ouverts, donc le soleil rentre en journée, mais aussi on ventile très peu la nuit. Nous, ça nous intéresse de faire ça comme ça parce qu'on prend un cas qui est très défavorable, on va le comparer à d'autres pistes de rénovation en restant sur cette même base défavorable et comparer quelles sont les améliorations. Mais on pourrait aussi se rapprocher un peu plus de la réalité en s'autorisant un petit peu de rajouter plus de ventilation la nuit pour modéliser, par exemple, une ouverture des fenêtres. Et ce qu'on peut voir à la fin de la canicule, c'est que ce bâtiment qui est très lourd, donc un bâtiment toulousain avec de la brique de 30 cm isolée par l'intérieur, on voit qu'on a une faible réduction de température à la fin de la canicule. Le bâtiment, il a du mal à se décharger de son énergie à la fin de la vague de chaleur. Hop, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir regarder avec ce modèle ce qui se passe précisément en un point à un moment dans l'année. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui se passe à peu près à 14 heures, parce qu'on a un point qui ne semble pas être au soleil, mais qui prend quand même beaucoup d'énergie parce qu'il y a une température de ressenti assez élevée. Et donc, ce qu'on va tracer ici, c'est ce que verrait un globe noir dans une projection à 360 degrés. C'est comme si, en fait, on mettait un fisheye sur le globe noir. Et ce qu'on peut voir en haut à gauche, c'est le rayonnement absorbé en ondes courtes, donc le soleil, et à droite, c'est qui va être absorbé en ondes longues, donc ça va être lié aux températures de surface. Et en fait, ce globe, ce capteur qui ne voit pas le soleil, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à ce niveau-là un petit point blanc. Et en fait, ce qu'il va voir qui fait qu'il a chaud, c'est la réflexion du soleil dans la fenêtre. Donc ce genre de petit outil va nous permettre de comprendre des petits artefacts comme ça. Donc là, on voit qu'en fait, on a plus chaud parce qu'en fait, le soleil se réfléchit dans la fenêtre et chauffe notre capteur. Ce qu'on peut voir après sur l'image de droite, c'est qu'effectivement, on a la partie de gauche, en haut à gauche du bâtiment qui est plus chaude, donc elle émet plus de rayonnement en ondes longues. Et ça nous permet aussi de comprendre un peu d'où vient le rayonnement sur notre globe. Parce que là, ce qu'on voit sur cette image à droite, c'est qu'on a beaucoup de pixels qui viennent du sol. Et du coup, on a une très grosse influence du sol sur notre ressenti dans cette rue. Et quand on additionne les deux rayonnements, on a vraiment voilà, d'où vient le rayonnement de cette paroi, qu'est-ce qui fait qu'on a chaud. Et donc, globalement, c'est le sol, mais c'est aussi la partie en haut à gauche du bâtiment qui est plus chaude, qui fait que sur notre globe, on aura un petit peu plus chaud. Donc, ce genre de modèle, avec des comparaisons entre différentes pistes de rénovation, on va pouvoir commencer à évaluer l'influence de différentes pistes. Je vais vous montrer un premier résultat, par exemple, c'est l'influence de la mise en place de toiles d'ombrage. C'est une piste qui est intéressante parce qu'elle va venir agir sur l'intérieur comme sur l'extérieur. Donc là, je vous montre le premier résultat avec la toile, donc c'est le modèle de base. Et on va voir ce qui se passe quand on rajoute une toile. Et bien déjà, ce qui est saisissant, c'est qu'à l'extérieur, on a déjà un peu moins chaud. Et bien en fait, c'est tout à fait normal parce qu'on met des toiles, donc on est à l'ombre. On a des toiles qui viennent nous protéger du soleil, donc on ne prend pas le soleil directement, donc forcément, on a moins chaud. Mais ça a aussi une influence sur l'intérieur. Comme on a moins de rayonnement qui va rentrer dans la rue, les bâtiments vont moins chauffer, on a moins de rayonnement qui rentre par les fenêtres aussi, donc en fait, à l'intérieur, on a une réduction d'environ 2-3 degrés dans tous les bâtiments. Et les toiles d'ombrage, il y a un petit côté dessus problématique, c'est que ça a beau protéger les bâtiments la journée du soleil,
ça va les empêcher de se rafraîchir la nuit sur le ciel. Alors là, on voit que l'un dans l'autre, la balance elle est positive, c'est toujours bénéfique, mais on pourrait faire mieux en se posant la question de qu'est-ce qui se passe si jamais on démonte l'étoile la nuit, par exemple, pour permettre au bâtiment de se rafraîchir davantage. Je vous montre un deuxième résultat qui va être l'influence d'un enduit de façade plus clair. Donc on repart sur le modèle de base, donc le résultat du modèle de base, et on va voir ce qui se passe quand on repeint les bâtiments en blanc. Eh bien, en fait, pas grand-chose. Là, on peut voir que tout ce qui se passe sur ce modèle, c'est qu'on a une élévation de température, on a une légère élévation de température à l'extérieur. Alors, c'est vraiment très léger. Il faudrait le voir plutôt sur deux modèles côte à côte. En fait, on voit que dans ce cas-là, repeindre les murs en blanc, ça n'a pas d'influence. Et en fait, c'est assez logique parce qu'une fois qu'on va renvoyer le rayonnement, donc le rayonnement ne va pas être absorbé par la paroi, on va le renvoyer en face, qui lui va nous le renvoyer en face. Et en fait, on va balader le rayonnement comme ça entre les bâtiments jusqu'à ce qu'il soit complètement absorbé. Et en fait, on ne va pas le renvoyer vers le ciel. Ça n'aura pas la même influence que de repeindre les toits en blanc, par exemple, qui vont renvoyer directement l'énergie vers le ciel. Et par contre, je disais qu'on avait une légère évolution de température ressentie à l'extérieur. Et ça, en fait, c'est dû au fait que notre piéton qui va se promener dans la rue, en fait, ici, on va tracer la différence entre les deux modèles de rayonnement absorbé en ondes courtes. Et on voit que le piéton qui se promène dans la rue, il va recevoir plus de rayonnement qui provient de la partie haute du bâtiment. Et en fait, ça c'est dû au fait que si le bâtiment il est blanc, le soleil qui va taper dans le bâtiment, il va réfléchir son rayonnement sur le piéton, et lui il va recevoir des interréflexions radiatives en ondes courtes, ce qui va faire que ce piéton, il aura un petit peu plus chaud finalement. Donc en fait, on ne va pas améliorer le confort dans les bâtiments, et on va légèrement le pénaliser à l'extérieur. Donc les perspectives de ces recherches, ça va être d'abord de valider le modèle de confort avec une prise en compte du rayonnement sur un cas réel. Parce que là, on a le modèle numérique, mais ce qu'on voudrait maintenant, c'est un peu le tester dans un cas, le comparer à un cas réel et faire des mesures. Ensuite, dans un second temps, ce qu'on va vouloir faire avec ce modèle, c'est fixer un indicateur palier qui va nous permettre d'évaluer et de classer les différentes pistes de rénovation en fonction de leur efficacité. Et donc ça va nous permettre de dire que cette piste de rénovation-là, par exemple, elle va améliorer le confort à l'intérieur, mais le pénaliser à l'extérieur, ou l'inverse, dans quelle mesure par rapport à une autre piste de rénovation. Et donc tout ça, ça va être des suites dès qu'on aura établi un plan d'expérience. Donc on va pouvoir dire, on va vouloir tester par exemple l'isolation intérieure, l'isolation extérieure, couleur blanche, couleur noire, d'étoiles, pas d'étoiles, faire tout ce plan d'expérience, classer ensuite les pistes de rénovation, savoir lesquelles sont vraiment efficaces et lesquelles sont à prioriser, mais on peut aussi penser auxquelles il faudrait éviter par exemple. Il peut y avoir des pistes de rénovation, par exemple une densification urbaine ou alors de remplacer de la brique par du métal ou autre, qui pourrait faire qu'on va venir pénaliser le confort intérieur et le confort extérieur. Et donc c'est à ça que va servir ces recherches. C'est maintenant on a une méthode assez poussée pour pouvoir bien évaluer le confort à l'intérieur, à l'extérieur de différentes pistes de rénovation. Et donc pour chaque configuration urbaine. Donc si on se met dans une autre rue qui serait avec une exposition différente ou des hauteurs de bâtiments différentes, on va pouvoir appliquer la même méthode pour pouvoir évaluer le confort à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc c'est tout pour la partie pour la présentation. On a 7-8 minutes pour prendre quelques questions si vous en avez que vous pouvez poser dans le chat. Et ensuite, je laisserai la parole à Sylvain. Alors, je vais regarder le chat. Hop, c'est ici. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et puis je vais pouvoir y répondre. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on passera directement à Sylvain. Non, alors il n'y a pas l'air d'y avoir de questions. Ah, si. Est-il possible de voir l'impact d'un enduit blanc sur une maison individuelle? Oui, alors on peut voir l'impact d'un enduit blanc. Alors on pourrait très bien utiliser ce modèle dans une maison individuelle pour voir un peu plus ce qui se passe au niveau du rayonnement. Mais en fait, ça marche aussi avec les modèles un peu plus classiques. Les modèles de simulation thermique dynamique, par exemple, la STD, modélise très bien l'influence d'un enduit blanc sur une maison, parce que là, on se trouve en race campagne et que les modèles sont assez
sont assez bien conçus pour modéliser un bâtiment sans piégeage radiatif. En fait, ils ont des limites juste pour les rues. C'est pour ça qu'on passe par ce modèle-là pour travailler à l'échelle de la rue. Mais on pourrait très bien dessiner une maison en race campagne aussi et voir ce qui se passe sur un enduit blanc. Alors, je vais vous dire tout de suite, un enduit blanc sur une maison à la campagne, c'est forcément bénéfique sur l'été. Vous allez vraiment recevoir moins de rayonnement et du coup, vous aurez forcément moins chaud à l'intérieur. La question qu'il faut se poser par contre en plus, c'est quelle est la balance entre ce que vous allez gagner l'été et ce que vous allez perdre l'hiver. Parce qu'un enduit blanc sur une maison, il faudra que vous aurez moins de rayonnement aussi l'hiver et moins d'apports gratuits pour compenser un peu le chauffage. Ah, il y a plusieurs questions. Alors, les façades blanches ne permettent-elles pas de renvoyer tout de même une partie des rayonnements vers le ciel? Alors oui, il y a une partie des rayonnements qui part vers le ciel, effectivement, mais ce n'est pas significatif. On a quand même une grosse partie qui reste dans la rue, et en fait, la faible partie qui est renvoyée vers le ciel, en fait, on a des bâtiments qui sont avec une telle inertie, on a 30 cm de briques plus de l'isolation à l'intérieur, que le faible gain qu'on a en rayonnement renvoyé vers le ciel, eh ben, ça ne va pas assez influer sur le confort à l'intérieur des bâtiments dans cette configuration-là. Alors, si jamais on est sur une configuration un peu différente, avec des murs qui sont plus légers, par exemple, je pensais à de l'ossature légère ou de la maison en bois, là, ça peut avoir de l'influence, par exemple. Est-ce qu'on a la possibilité de simuler l'effet de la végétation dans les rues et dans les logements? Alors, avec ce modèle-là, non, on n'a pas la possibilité de le simuler. En fait, tout ce qu'on fait avec ce modèle, c'est qu'on va bloquer une température extérieure au cours du temps. Et ce qu'on pourrait faire en plus, ce serait de corriger cette température extérieure-là avec un autre modèle complémentaire qui nous dirait, par exemple, si on a 50% de végétation dans la rue, l'abaissement de température en journée est de tant de degrés. Et du coup, on pourra le simplifier de cette façon-là. Mais là, aujourd'hui, le modèle ne permet pas de poser un arbre au milieu et de voir ce qui se passe au niveau du rafraîchissement lié à l'arbre. On va pouvoir modéliser uniquement les effets d'ombre, mais pas le fait que l'arbre va évapotranspirer et va rafraîchir la rue en émettant un peu d'humidité. Donc, est-ce qu'on peut modéliser différents matériaux pour les murs, toits et sols? Alors oui, tout à fait. C'est justement tout l'intérêt du modèle paramétrique, c'est qu'on va pouvoir modéliser beaucoup de matériaux, donc à savoir de la brique, du parpaing. En fait, tout ce qu'on peut, du moment qu'on connaît la conductivité thermique, la chaleur massique et la densité du matériau, on peut le rentrer dans notre modèle et le modéliser. On va pouvoir aussi jouer sur son épaisseur. Et donc avec ce modèle paramétrique, on peut tester beaucoup de matériaux. Par exemple, là, je suis en train de travailler sur des isolants intérieurs, mais je suis en train aussi de regarder ce qui se passe si on met du béton de chanvre, si on met de l'isolation intérieure avec un doublage, non pas en placo, mais en briques un peu plus épaisses, pour voir un peu l'effet de l'inertie intérieure. Donc on peut jouer un peu sur tout ce qu'on veut. Et c'est vrai sur les murs, sur les sols et aussi sur les toitures. Alors, par rapport aux toiles, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'elles empêchent les bâtiments de se rafraîchir la nuit. En fait, les bâtiments, la nuit, ce qui va faire qu'ils vont se rafraîchir, c'est qu'ils vont voir le ciel. Ils vont, hop, je vais revenir un petit peu en arrière, parce que ça, on le voyait très bien ici. Hop. Alors, sur l'image en haut à droite, ce que vous allez voir, c'est les températures de ciel. La nuit, le ciel, il est très, très froid. Et donc, les bâtiments, les murs de bâtiments, comme ils vont voir le ciel, ils vont échanger par rayonnement. Donc, une façade chaude qui va échanger avec un ciel très froid, en fait, il va se rafraîchir. Si on met des toiles dans la rue qui vont venir masquer le ciel, en fait, les façades, elles ne vont plus se rafraîchir sur un ciel qui est à 0 degré, mais elles vont se rafraîchir sur des toiles qui sont à la température extérieure. Et du coup, elles ne vont pas vraiment se rafraîchir. Et donc, elles vont avoir du mal à se rafraîchir de manière passive en rayonnement onde longue. C'est pour ça que l'étoile, en fait, c'est intéressant la journée, mais la nuit, ça va desservir un peu les bâtiments. Et donc, l'étoile, si on pense à les installer, il faudrait envisager de concevoir un système qui puisse être rétractable la nuit. Alors, dans l'outil, est-ce que c'est possible de prendre en compte une densité d'occupants dans les bâtiments? Alors, oui, tout à fait. En fait, on va pouvoir travailler avec des charges internes. On va pouvoir bloquer dans l'outil une puissance dégagée dans chaque logement, dans chaque bâtiment. Donc, ça va s'apparenter à une charge interne. On pourrait dire, par exemple, dans ce bâtiment, il y a 4 ordinateurs et 2 personnes assises au repos. Et bien, du coup, on va pouvoir leur associer une puissance dégagée au cours du temps et l'avoir en tant que charge interne. Alors, le modèle sera-t-il accessible gratuit? Alors, c'est un modèle qui est, développé en laboratoire en recherche.
Donc en fait, pour le moment, c'est que du code. C'est du code brut développé sur Python, MATLAB, avec un peu de C++ et un peu de custom. Donc c'est pour la plupart des logiciels gratuits qui sont open source. Les codes ne sont pas forcément disponibles en ligne parce que c'est comment dire, c'est en cours de réalisation. Ça reste de la recherche. Donc en fait, moi, quand je lance une simulation, je passe plusieurs jours à caler ma simulation et à recoder le logiciel. Il n'y a pas vraiment d'interface en fait, c'est vraiment du code brut. Donc il n'y a pas vraiment de logiciel accessible ou de logiciel gratuit. En revanche, ce qui sera accessible, c'est la méthode qui sera du coup décrite dans ma thèse. En fait, si vous lisez la thèse de Nicolas qui parle de le modèle numérique urbain aux éléments finis, toute sa méthode de calcul, elle est décrite. Il n'y a pas de logiciel associé, mais la méthode, elle est décrite. Donc, c'est un peu comme ça qu'on diffuse la recherche. On explique notre méthode, mais là-dessus, il n'y a pas vraiment de logiciel accessible. Eh bien, je crois que j'ai plus de questions. Alors, j'ai encore des questions. Alors, je vais en prendre une dernière question. Après, je vais laisser la parole à Sylvain. Hop. Alors, je ne suis pas sur le bon écran. Tac, tac, tac. Peut-on voir les effets de la végétation? Alors, ça, j'ai répondu tout à l'heure. Végétation. Alors, pourquoi en architecture méditerranéenne, les bâtiments sont souvent blancs si ce n'est pas bénéfique pour le confort d'été? Alors, ça, c'est une question intéressante. Pourquoi les bâtiments, je vais répéter, pourquoi en architecture méditerranéenne, les bâtiments sont souvent blancs si ce n'est pas bénéfique pour le confort d'été? Alors, moi, j'ai une hypothèse là-dessus, c'est que ça dépend beaucoup des usages. En fait, alors déjà, les bâtiments méditerranéens, il faut voir en quel matériaux ils sont construits, est-ce qu'ils sont isolés ou pas. Et en fait, quand on a des bâtiments qui sont blancs, pour certaines villes, c'est des villes en fait, qui sont en bord de mer. Et donc, c'est des villes qui étaient plutôt historiquement des villes de pêcheurs. Donc, c'est des bâtiments qui ne sont pas occupés la journée. Donc, peut-être que c'est d'avoir les enduits blancs dans ce genre de bâtiments, ça permettait de rafraîchir les bâtiments la nuit, surtout. Enfin, de permettre aux bâtiments de ne pas trop se chauffer en journée pour être rafraîchis la nuit. Mais par contre, dans la rue, si vous prenez dans une rue qui est toute blanche à midi, je pense que vous allez avoir très très chaud. Donc c'est des rues qui sont des villes qui ne sont pas forcément utilisées en journée, mais c'était du coup plutôt occupé la nuit. Ça c'est mon hypothèse, mais ce serait intéressant de le modéliser. Alors je vais arrêter là les questions. Alors je pourrais toujours répondre aux questions qu'il y a dans le chat dans un mail au retour après le webinaire. Et je vais laisser la parole à Sylvain pour la deuxième partie sur la rénovation des bâtiments haussmanniens. Et je vous remercie de votre attention. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Sylvain Boulet, je suis ingénieur de recherche à l'Institut technologique FCBA, Institut technologique du Bois, et donc aujourd'hui je vais vous présenter le projet RENOS. Donc le projet RENOS ne parle pas forcément en fait de la thématique îlot de chaleur urbain, mais s'inscrit en fait dans une thématique plus large de la rénovation en fait des bâtiments en milieu urbain. On a forcément un focus sur le confort d'été, mais pas que. Donc le projet RENOS, c'est rénovation des bâtiments en milieu urbain à l'aide d'une solution de réaménagement par l'intérieur. Donc évidemment, pourquoi le bâtiment haussmannien? Alors on parle du bâtiment haussmannien, mais finalement on va s'intéresser à tout type de bâtiment en milieu urbain dans des villes d'une assez grande importance. Donc évidemment le bâtiment haussmannien, c'est le bâtiment parisien, mais on va également s'intéresser à des grandes villes, des bâtiments de centre-ville de Bordeaux, de Lyon, de Marseille, etc., des grandes métropoles. En gros, la rénovation de ce type de bâtiment, elle suscite des attentes assez fortes, notamment du fait de l'impossibilité de rénover par l'extérieur. Pourquoi on ne peut pas rénover par l'extérieur? Parce que on a des façades qui sont souvent classées, ou on a des difficultés à venir mettre en œuvre des chantiers dans ces endroits, en fait, dans des rues un peu peut-être étroites en milieu urbain. Et donc, il faut réfléchir à des solutions de rénovation, on va dire, par l'intérieur. Donc, ce projet, il est donc d'une durée de 2 ans. Il a commencé en avril 2024. Et il regroupe l'ensemble des partenaires de MECD, c'est-à-dire les 4 centres techniques et les 2 laboratoires universitaires. Et les objectifs en fait de ce projet, ils sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, c'est de réaliser finalement une analyse approfondie des bâtiments haussmanniens et on va dire de l'état du parc, que ce soit
qu'est-ce qu'un bâtiment? Je vais parler de bâtiment haussmannien, mais faut réfléchir à bâtiment en fait en milieu urbain. Donc on va dire qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment en milieu urbain? Quels sont les inconforts notamment qu'on rencontre? Donc, quelles sont les attentes en termes de rénovation des usagers, mais également des professionnels pour ce type de bâtiment? De développer des produits finaux, donc des solutions de rénovation innovantes par l'intérieur, avec notamment une méthodologie basée sur des séances de créativité qui vont regrouper autour de la table tous les acteurs en fait de la rénovation de ce type de bâtiment. Mais quand je dis tous les acteurs, ça va aller vraiment de l'architecte, du maître d'ouvrage, etc., jusqu'à l'usager, donc jusque vraiment à la personne qui va vivre dans ces appartements. Donc on essaie de faire discuter tout ce petit monde autour d'une table pour faire émerger en fait des concepts. Et la dernière tâche, c'est un peu de créer une boîte à outils d'aide à la décision, donc basée notamment sur une phase de modélisation de ces solutions qui auront émergé en fait de nos concepts et de nos séances de créativité pour les mettre en œuvre dans des bâtiments qui seront modélisés. Donc voilà, vous voyez un peu l'organisation en fait de ce programme scientifique. Donc on a l'analyse du bâtiment existant qui va un peu driver toutes les autres tâches. On va ensuite faire émerger, donc comme je l'ai dit, on va étudier les attentes des usagers et notamment des professionnels, faire émerger des concepts, les remodéliser et puis faire des allers-retours en fait jusqu'à arriver à des solutions, on va dire, le plus optimisées possible. Donc la première étape de notre projet, qui est terminé aujourd'hui, ça a été justement de se dire mais qu'est-ce qu'un bâtiment haussmannien, qu'est-ce qu'un bâtiment en milieu urbain? Donc ça a été tout un état de l'art en fait sur des données macro, comme les contextes, on va dire, historiques, voilà, ce qui se base sur plusieurs grandes villes, comme je l'ai dit, Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, etc. Donc alors on a essayé de voir en fait quelle est la surface de bâtiments à rénover, ce genre de choses, quelles sont les composantes en fait de ces bâtiments, la description architecturale évidemment également de ces bâtiments. Donc on va aller jusqu'à par exemple tout ce qui est distribution des étages, voilà, sur le rez-de-chaussée des commerces principalement, sous les toits des appartements un peu plus avec moins de surface, moins de volume, mais également en fait les types de matériaux qui sont utilisés. Donc voilà, pour Paris, on va pas avoir la même matériau que par exemple pour Bordeaux, où on va avoir de la pierre calcaire, ou à Toulouse, on va avoir plus de la brique. Donc tout ça, ça a été résumé et rédigé dans un livrable. Et notamment, dans un troisième point, on va également se dire mais quelles sont les performances finalement globales d'un immeuble de ce type. Donc ça va être les performances en termes de consommation énergétique, donc récupérer plusieurs factures, plusieurs documents qui nous donnent ces informations, mais également les performances en termes de l'enveloppe du bâtiment lui-même, sur des performances thermiques, d'isolation acoustique, mais également de renouvellement d'air, de confort visuel. Donc tout ça, en fait, on a essayé de faire un petit état de l'art de voilà, qu'est-ce qui manque aujourd'hui et quelles sont finalement les actions à mener pour améliorer ces inconforts ou ces consommations énergétiques qui pourraient être améliorées. Et ensuite, on a listé quelques exemples de projets qui ont été menés sur cette thématique donc d'amélioration, en fait, en tout cas de rénovation des bâtiments anciens et urbains par l'intérieur. Là, je fais juste donc je vous montre juste quelques exemples. Donc, il y a notamment Valentin et le MDC qui ont travaillé sur la rénovation d'un bâtiment historique dans le centre de Cahors, donc avec un bâtiment protégé, et la rénovation de bureaux, par exemple, à Paris, que vous voyez sur la photo de droite. Alors, je reviens un peu en arrière, donc juste pour revenir un peu sur la philosophie du projet, notre objectif, c'était également de se sortir en fait de la volonté de faire de la rénovation pour améliorer la consommation énergétique, puisqu'aujourd'hui, en fait, on a beaucoup axé les discours et la politique sur, voilà, on va en fait améliorer l'isolation par exemple de votre bâtiment et vous allez améliorer la consommation énergétique et on va avoir un retour sur investissement potentiel de 20 à 30 ans. Aujourd'hui, on voit que ce discours, ça ne fonctionne pas vraiment, comme on a pu le voir d'ailleurs récemment. Et donc, on se dit que aujourd'hui, pour convaincre en fait les décideurs, que ce soit des propriétaires, des bailleurs, etc., il faut essayer de leur proposer une amélioration pas uniquement énergétique en fait, et donc d'isolation thermique de leur bâtiment, mais une amélioration multicritère en fait du confort, du bien-être de l'usager. Donc ça passe par une amélioration
de la consommation énergétique, évidemment, mais également une amélioration peut-être du confort acoustique, une non-dégradation du confort visuel, et c'est là où c'est un peu le côté un peu plus innovant du projet, une amélioration de la fonctionnalité finalement du bâtiment intérieur, et notamment le côté ameublement, le côté ergonomie à l'intérieur du bâtiment. Donc une plus-value pour le bien-être en fait de l'usager. Donc pour compléter l'analyse de l'existant, on a mis en œuvre deux campagnes de monitoring donc physique, 2 logements à Paris et 2 logements à Bordeaux qui sont représentatifs de bâtiments on va dire urbains de ces zones. Donc évidemment ici on ne va pas tirer des généralités sur le niveau de confort des bâtiments haussmanniens, mais ce qu'on voulait ici, c'est faire ressortir justement des problématiques à travers les mesures. Donc se dire objectivement, bon, on a le ressenti du usager, qui vont exprimer leurs besoins en termes de rénovation, mais on veut aussi avoir en fait une validation objective que ces inconforts soient bien réels. Donc on va faire un monitoring sur le long terme, donc sur une année entière, température, humidité relative et concentration en CO2, qui va nous donner des informations sur notamment la capacité de renouvellement d'air en fait de ces logements par exemple, la température de surface, notamment sur certains parois qui peuvent présenter des désordres liés à l'humidité. Et on va également réaliser des mesures ponctuelles. Donc on va réaliser des mesures de confort visuel avec par exemple la part d'éclairage naturel donc, qui rentre dans les pièces avec le facteur de lumière du jour, et également la qualité de l'éclairage artificiel. Donc ça se fait avec un luxmètre, donc ça c'est des mesures ponctuelles, et également des mesures acoustiques avec des mesures de réverbération sur la qualité acoustique de la pièce, du volume, mais également les niveaux d'isolement acoustique entre la rue et la pièce, mais également entre pièces de 2 logements qui sont mitoyens. Parce que comme on peut le constater, lorsqu'on vient par exemple surisoler l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, on a tendance à exacerber finalement les inconforts entre logements. Et donc ça peut amener plus d'inconfort finalement, ça peut être contre-intuitif d'isoler vis-à-vis des bruits extérieurs, puisque voilà, ça peut rajouter de l'inconfort vis-à-vis de bruits de voisinage. Donc tout ça, c'est des mesures qu'on met en œuvre. Je vous montre juste un exemple en fait du bâtiment bordelais. Donc évidemment, on n'est pas sur un bâtiment haussmannien qui va faire plus 6-7 étages. On va être sur un bâtiment un peu plus un peu moins haut. Donc il fait 4 étages. Donc on voit pas le dernier étage en fait qui s'apparente à ce qu'on appelait en fait un peu des chambres de bonne. On est sur un bâtiment avec dont la nature c'est de la pierre calcaire, donc typiquement bordelais, et on a instrumenté un studio au rez-de-chaussée et un grand appartement en fait au 3e étage. Donc vous voyez ici, ce qu'on met en œuvre, on a en bas à droite un capteur de température, d'humidité relative et de CO2, donc qui va être mis dans différentes pièces, et on va venir faire ensuite la mesure d'inconfort localisé. Comme vous le voyez sur la photo du milieu, on a un mur qui présente des désordres liés à l'humidité, donc on va venir présenter une remontée capillaire, on va venir faire une mesure de température de surface. Et sur la photo de gauche, on voit aussi une petite problématique en termes de confort visuel, puisqu'on a vraiment peu d'éclairage naturel qui vient en fait on va dire, homogénéiser l'ambiance intérieure. Donc voilà, rien que déjà sur les premiers essais qu'on a pu mener, on a pu voir qu'il y avait des problématiques liées au renouvellement d'air, donc on peut le voir avec la présence de moisissure sur les murs, et sur le confort visuel. Donc ça nous fait ressortir en fait des besoins en fait pour répondre à ces inconforts, en tout cas à les minimiser. En termes de premiers résultats, voilà, on obtient, là encore une fois, là je vous montre l'évolution des températures intérieures dans un salon qui a été mesuré, et on voit là notamment sur les derniers jours, enfin en tout cas le mois de juin 2025, il y a des températures intérieures qui viennent approcher les 30 degrés, donc problématique aussi d'inconfort estival. Donc trouver en fait des solutions qui permettent de minimiser cet inconfort estival qui va être de plus en plus fréquent, comme Valentin l'a expliqué dans sa présentation tout à l'heure. On a également la mesure du taux de CO2. Donc ça nous permet d'une part, parce que ces bâtiments aussi seront modélisés à la fin du projet, de connaître un peu la présence des occupants. Donc on voit en effet que lorsque le taux de CO2 en fait est plat, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dans les logements, et ça nous permet en fait d'avoir une idée en fait de la présence des occupants dans les logements. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des taux
de concentration en CO2 qui viennent des fois dépasser les 2000 ppm, voire une fois les 3000 ppm, ce qui montre en fait qu'on a vraiment en fait un besoin de renouvellement d'air, parce que voilà, à partir de 2000, même de 1000 ppm en général, on dit que la qualité de l'air intérieur commence à être un peu dégradée. Donc ici, voilà, on constate qu'il y a un vrai besoin en fait d'amélioration de cette qualité de l'air intérieur, et donc d'optimiser le renouvellement d'air, la ventilation. Ensuite, donc on a fait en fait cette analyse de l'existant. On va maintenant partir sur, voilà, en parallèle de ces campagnes de mesure, on va entamer une phase d'analyse de l'aménagement intérieur et des attentes usagers. Donc on va analyser les éléments d'aménagement attenant aux cloisons intérieures. On va solliciter les usagers pour recueillir leurs besoins en termes d'aménagement notamment, et en termes de confort. Et ensuite, on va mettre en place un cahier des charges des contraintes techniques et fonctionnelles liées à l'installation de ces produits. Donc pour ce faire, on a fait un état de l'art sur des solutions qui existent, de cloisonnement intérieur, mais pas que, en tout cas de produits qui s'appliquent en fait en rénovation par l'intérieur. Donc on a d'abord fait des solutions qu'on va appeler des solutions fonctionnelles, donc pas forcément techniques, pas forcément en fait d'apport d'isolation, d'amélioration acoustique, mais vraiment fonctionnelles. Donc on va avoir par exemple ce qu'on va appeler les cloisons qui vont laisser passer de la lumière. Donc ça peut être des verrières, des cloisons japonaises, qui ont aussi en fait le mérite, les cloisons japonaises d'être amovibles, donc qui peuvent optimiser notamment tout ce qui est chemin d'air et confort visuel. On va avoir donc les cloisons amovibles, cloisons avec des lames orientables ou cloisons coulissantes. Et on va avoir également des cloisons qui permettent d'intégrer en fait tout ce qui est mobilier. Donc ça peut être des bibliothèques, et ça permet notamment de séparer la pièce et d'en faire en fait d'avoir un apport également fonctionnel, donc de rangement dans ces types de cloisons. À côté alors là, je vous montrerai juste quelques exemples, parce qu'il y a il y a beaucoup plus en fait de cloisons qui ont été retenues et qui ont été étudiées dans la suite du projet. À côté de ces cloisons multifonctionnelles, on va également étudier ce qu'on va appeler des solutions plus techniques, donc plus couramment utilisées en fait dans le milieu en fait du bâtiment et de l'amélioration de sa performance. Donc on va avoir, comme vous voyez en haut à droite, des parois végétalisées intérieures qui peuvent aider justement à la régulation hygrothermique du confort, et notamment donc créer une sorte de petit îlot de fraîcheur à l'intérieur de son logement. On va avoir également de l'apport d'inertie, donc que ce soit de l'apport inertie, comme on le voit en bas à droite, directement sur le mur qui donne sur l'extérieur. Donc on va par exemple ici ajouter des briques de terre qui vont amener en fait de la masse et ce côté inertiel. Mais on a également, par exemple, comme vous voyez en haut à gauche, des briquettes qui laissent passer la lumière également, et qui est ajoutée en cloisonnement intérieur, et qui va également rajouter de l'inertie dans le volume de la pièce. On va s'intéresser également aux matériaux à changement de phase, donc des solutions un peu plus techniques, plus poussées techniquement. On va, alors là, c'est pas exhaustif, je vous montre juste quelques exemples. On va s'intéresser au béton translucide, qui présente l'avantage d'apporter de l'inertie et de laisser passer également une certaine part de lumière naturelle. On va s'intéresser à l'automatisation des cloisons en fait, qui intègrent les équipements et l'automatisation en son sein. S'intéresser à des matériaux tels que des isolants minces réfléchissants. Également du cloisonnement acoustique, comme on le voit en haut à gauche, qui va améliorer la qualité de réverbération du local, et donc finalement la qualité d'écoute. On va s'intéresser aux équipements, notamment par exemple les équipements de fluide, donc ça peut être chaleur et rafraîchissement, qui seraient intégrés aux parois, donc pas, on connaît tous par exemple les planchers chauffants rafraîchissants, mais voilà, avoir des cloisonnements en fait chauffants et rafraîchissants intégrés notamment dans des murs avec une inertie assez importante en terre. C'est une solution qui peut être intéressante d'un point de vue d'amélioration du confort d'été. Et on peut aussi regarder tout ce qui est vitrage dynamique. Donc, c'est-à-dire là, on va vraiment être sur la modification de la surface vitrée qui donne sur l'extérieur. Donc des vitrages dynamiques qui vont en fait
jouer sur leur opacité en fonction du rayonnement qu'ils vont recevoir. Donc, voilà, plus il y a de rayonnement, plus elles vont devenir opaques, et moins il y a de rayonnement, en fait, plus elles vont laisser passer la lumière naturelle. Donc on va comme ça minimiser l'inconfort estival tout en maximisant le confort visuel et notamment la part d'éclairage qui rentre dans la pièce. Et un autre exemple, c'est ce qu'on va appeler des parois anti-polluants qui vont capter justement les différents COV et les rendre inertes, donc pour notamment améliorer la qualité de l'air intérieur de ces volumes, de ces pièces. Donc, une fois qu'on a fait tout cet état de l'art, donc on a listé du cloisonnement fonctionnel, du cloisonnement technique, on avait à peu près entre 30 et 40 solutions. Finalement, on vient ici concevoir la meilleure solution, en tout cas la solution la plus optimisée d'un point de vue du cloisonnement intérieur. Donc on va analyser les problématiques, comme on l'a dit, il y en a plein, que ce soit sur l'acoustique, le visuel, la thermique, l'énergétique, etc. On va faire la synthèse des attentes de ce bâtiment et des exploitants et des usagers, donc avec ces séances de créativité. Et on va rechercher des solutions qui soient multisectorielles, c'est-à-dire qu'on va essayer de mixer finalement ces différentes solutions pour faire émerger la solution qui soit le plus optimisée en fonction des attentes et en fonction des contraintes des différentes pièces. Donc en fait, il s'agit ici d'ateliers de créativité, comme je vous l'ai dit, qui sont basés sur ce qu'on va appeler la co-conception de solutions ce qui va permettre de regrouper des industriels et des usagers. Donc on essaie de regrouper vraiment tous les acteurs en fait de la rénovation et du bâtiment en milieu urbain autour de la table pour faire émerger ces solutions. On leur présente en fait nos solutions et eux après on fait émerger à partir de discussions certaines solutions. Alors pour ce faire, on va pas laisser les personnes s'exprimer librement, on va quand même un peu les cadrer. Et notamment, ce qu'on a décidé dans le cadre, c'est pour la conception, c'est de lister. Alors là, je vous montre 4 grandes composantes du confort bien-être, on va dire, de ce type de bâtiment. Et pour chaque composante, on va faire ressortir différents besoins. Par exemple, pour le confort hygrothermique, on va demander de réguler la température, pas trop chaud en été, pas trop froid en hiver, de limiter les déperditions à travers les parois, donc ça va aussi avoir un impact sur la consommation énergétique, de lutter contre les inconforts localisés, donc, par exemple les températures de surface, les inconforts liés au courant d'air, les gradients de température, donc l'homogénéité de la température dans la pièce, qui n'est pas un gradient trop important vertical de température, et également en fait de rayonnement entre deux parois. Améliorer le confort visuel, donc plus de lumière naturelle, qualité de l'éclairage artificiel, homogénéité de l'éclairage, organisation de la pièce également, donc sortir en fait vraiment du confort, on va dire purement physique, donc le confort tel qu'on va l'appeler neutre, c'est-à-dire le confort égal absence d'inconfort, et là on va vraiment aller sur le côté plus hédoniste du confort, donc le côté bien-être, et donc apporter une plus-value, comme je le disais au début de la présentation, et également un exemple sur l'acoustique. Il y a l'acoustique de la pièce, mais également entre logements, avec le bruit aérien, etc., etc. Donc, on a demandé en fait aux personnes dans les ateliers de créativité de venir donner une importance, donc donner une note pour chacun de ces sous-composantes, de chaque composante. Et ensuite, pour chacune de ces sous-composantes, on a demandé également aux personnes on a demandé pour ces personnes, pour chaque pièce, on a décomposé en fait un logement en salon, cuisine, chambre, salle de bain, salle à manger, etc. Et en fait, on leur a demandé de faire un classement pour chacune de ces pièces, justement de quelle était l'importance pour eux de la qualité de l'éclairage naturel, la température, la qualité acoustique, etc. Par exemple, pour la chambre, il va y avoir un focus sur la qualité acoustique. Pour le salon, on va avoir plus la lumière naturelle qui va en fait avoir une pondération plus importante. Et ensuite, on a demandé en fait dans la séance de créativité de classer les différentes solutions que je vous ai montrées précédemment, de leur donner une note pour chaque sous-composante. Ce qui ensuite nous permet d'avoir par exemple pour le salon une sorte de classement en fait des solutions de cloisonnement, mais également des solutions techniques. Donc on voit par exemple que pour le salon, ce qu'on recherche, c'est notamment de réguler la température intérieure et donc d'apporter notamment soit de la surisolation, soit de l'inertie dans le logement pour l'inconfort estival. Et pour le cloisonnement, on va dire plus les cloisonnements ergonomiques bien-être, là on va avoir laisser passer l'éclairage naturel. On a également sur les solutions techniques un peu de végétalisation, toujours aussi sur le vitrage, on va dire
sur les matériaux qui peuvent laisser passer la lumière. Et donc, on se dit que si on veut faire émerger une solution, on va dire la plus optimisée possible et qui réponde plus d'exigences, en fait, plus de besoins pour le salon, il va falloir mixer, en fait, ces différentes solutions. Et donc ça, on est à peu près ici dans le cadre de notre projet, voilà, faire émerger les solutions en fonction de ces ateliers de créativité. Ce qui va être intéressant également, c'est qu'on va s'intéresser aux interfaces entre pièces. Donc, par exemple, entre salon et chambre, s'il y a des cloisons entre salon et chambre, on va avoir des exigences propres au salon, mais des exigences propres à la chambre. Il va falloir peut-être que ce cloisonnement intérieur entre les deux pièces puisse répondre aux besoins en même temps du salon d'un côté et en même temps de la chambre. Donc ça, c'est l'optimisation qu'on fera à la suite du projet. Et enfin, pour élaborer on a élaboré des concepts, mais pour, on va dire, proposer ensuite des pistes, on va dire, d'aide à la décision, de préconisation, de recommandation pour les professionnels, c'est de réaliser toute une étape de modélisation, donc qui sera mise en œuvre par l'Institut Pascal, où on va modéliser notamment les bâtiments qu'on a instrumentés, donc le bâtiment à Bordeaux et le bâtiment à Paris. Donc une fois en fait qu'on arrive à scaler avec l'expérimentation qu'on est en train de mener, on va venir mettre en œuvre les solutions de concept de cloisonnement et qui auront émergé en fait de nos séances de créativité pour les mettre en œuvre dans ces bâtiments virtuels. Et on va venir faire une étude paramétrique et petit à petit on va venir essayer d'optimiser finalement le confort multicritère de ces bâtiments avec l'aide de nos solutions qui ont émergé. On va s'intéresser au confort, on va dire, hygrothermique avec la réalisation de modélisation donc en simulation thermique dynamique sur ces types de bâtiments, mais on va également s'intéresser au confort visuel. Donc on va faire des modélisations de confort visuel sur ces bâtiments pour voir à quel point les solutions qu'on va mettre en œuvre ne vont pas trop dégrader le confort visuel. Et si on a la possibilité également peut-être s'intéresser à la modélisation acoustique, mais c'est un peu plus compliqué. Donc comme j'ai dit, étude de sensibilité sur certains paramètres pour arriver vraiment à une solution qui soit la plus optimisée. Et ensuite, formuler une sorte de protocole de rénovation, donner des exemples en fait, parce que là, on ne va pas aller jusqu'au prototypage, c'est un projet de 2 ans. Peut-être que dans la suite, pourquoi pas, pour un autre projet, aller jusqu'au prototypage et l'installation de ce prototype dans un bâtiment démonstrateur pour vérifier son efficacité. Et voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Si vous avez des questions. Donc, première question. Alors, je pense que ça, c'est sur les fenêtres solaires BIPV dans nos projets. Alors, je ne sais pas si ça m'était destiné ou si c'était vraiment destiné à Valentin. Alors, aujourd'hui, on ne va pas se focaliser sur les équipements. On est vraiment, en fait, sur les solutions de cloisonnement. Et le seul équipement, en fait, qu'on va pouvoir, en fait, mettre en avant, ce sera on va dire, les équipements on va dire de chauffage et de refroidissement au sein des parois. Alors après, on peut peut-être s'intéresser également à l'optimisation, notamment de fenêtres solaires à travers l'automatisation, parce que ça, c'était aussi une solution qu'on voulait tester, et notamment en fonction en fait, des conditions de confort qui seront mesurées, directement pouvoir en fait jouer sur l'automatisation et l'activation justement de ce type d'équipement. Aujourd'hui, voilà, oui, c'est pas exactement le cœur du projet. Ensuite, est-ce que les attentes des occupants sont bonnes conseillères sur la qualité de l'air? Pas forcément, mais ce qui est intéressant, c'est plus l'observation de nos comportements. En fait, on va pas leur demander exactement comment vous gérez en fait la qualité de l'air intérieur chez vous. On va plutôt leur poser des questions sur leur comportement et leur habitude de vie, donc notamment en fait sur la gestion des baies, que ce soit la gestion de l'occultation, mais également de l'ouverture. C'est-à-dire, on va leur demander quelles sont vos habitudes, est-ce que le matin, vous allez aérer, est-ce que vous le faites régulièrement, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive, on va dire, à faire ressortir notamment des comportements qui sont peu vertueux, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ce qu'on va
proposer dans les recommandations, c'est un peu des guides de bonne pratique. Si on va mettre en œuvre une solution qui est un peu innovante, ça va demander notamment à l'usager une prise en main de cette solution et notamment d'avoir un comportement vertueux. C'est sûr que si la personne, par exemple, en été, va ouvrir constamment ses fenêtres, c'est sûr qu'apporter de l'inertie au sein du volume, ça va un peu être inefficace. Par contre, à contrario, si en hiver, la personne n'ouvre jamais ses fenêtres, alors qu'on va mettre en œuvre par exemple, des solutions qui permettraient d'optimiser le renouvellement d'air, c'est en effet, encore une fois, inefficace. Donc en effet, il va falloir donc, être assez fin pour comprendre leur comportement, mais aussi pour les guider vers un comportement plus vertueux après coup. Est-ce que vous avez intégré les différents usages dans le même bâtiment? Donc habitation ou activité? Non, là on s'est vraiment focalisé sur le logement. En effet, ce qui peut être intéressant, c'est tout ce qui est bâtiments présents, commerce, donc, qui sont présents dans les rez-de-chaussée. C'est quand même assez typique des bâtiments de type haussmannien. Mais en effet, ça demandait vraiment une autre approche. Et notamment sur, nous, ce qui nous intéressait, c'était aussi la qualité du sommeil, et notamment le focus sur la chambre qui est souvent ressorti en fait comme besoin, et notamment lié à l'inconfort acoustique. Donc c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur le logement pour pas trop s'éparpiller, on va dire. Voilà. Je vois qu'il est 12h01. Je ne sais pas s'il y a plus d'autres questions, je pense que ça va être là. Merci beaucoup Sylvain, merci Valentin, merci Céline. Il y a des questions qui n'avaient pas eu de réponse tout à l'heure. Valentin a pu apporter des éléments de réponse dans le chat. Donc, les personnes concernées, n'hésitez pas à regarder directement dans le chat et à consulter les réponses de Valentin. Merci à tous. Et puis, effectivement, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va clôturer ce webinaire. Et vous souhaitez à toutes et à tous une très bonne journée. Si vous avez des choses à rajouter, Sylvain, Valentin, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée. Et vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.